Merci beaucoup d'être venu à cette 6e conférence débat Dialogue du Quai Branly. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là à quelques précédents, donc je redis un petit mot pour les nouveaux et les nouvelles venues, déjà bienvenue. Ces rencontres ou Dialogue du Quai Branly, c'est un cycle de rencontres que le musée a remis en place, relancé cette année, avec un premier cycle de conférences consacré au continent africain, là, ce premier semestre. Mon collègue de France Culture, Xavier Mauduit, est chargé d'animer les rencontres sur l'Afrique ancienne. Et quant à moi, donc je m'appelle Julie Gacon, je présente une émission sur France Culture et on parle davantage des enjeux contemporains liés à l'Afrique dans ces soirées. Alors, après les nouveaux souverainismes en Afrique de l'Ouest, après également un entretien avec l'essayiste sénégalais Elgas, qui dans son dernier essai parle des ressentiments du malaise postcolonial, comme il dit, on avait envie de vous proposer un thème qui peut paraître plus léger, les cultures africaines, en tout cas les industries culturelles au sens large, donc musique, cinéma, littérature, mode notamment et art contemporain. En fait, c'est un sujet qui n'en est pas moins politique, puisqu'il s'agit de se demander si le continent africain doit se réapproprier une culture, et je crois savoir que mes invités de ce soir ont assez souri du titre que je souhaitais donner à cette rencontre. Ils vont nous dire pourquoi, et ils ont tout à fait le droit de se moquer si besoin. Donc cette culture, elle est vivante, elle est créative, elle est très diverse. 1,44 milliard de personnes qui parlent 2000 langues, ça fait quand même pas mal d'histoires à raconter, mais c'est une culture qui est encore contrariée néanmoins par un manque d'infrastructures, d'institutions, des problèmes liés à la protection des œuvres et aux droits d'auteur et des défis en matière de formation. Je vous présente nos invités. Bonsoir Toussaint Tiandre-Béogo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fonctionnaire de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Vous y occupez les fonctions de chef de la diversité des expressions culturelles. Et vous êtes en train de finaliser un rapport spécifiquement sur, j'allais dire, l'industrie du livre, le marché de l'édition, en fait, sur le continent africain. Et vous aviez fait de même, il y a quelque temps, sur le cinéma et sur la mode. Bonsoir Alix Kofi. Bonsoir. Et merci également d'être avec nous. Vous êtes directrice de création, fondatrice d'abord de revue papier, Off the Wall sur la photographie, puis Something We Africans Got. Alors on verra de quoi vous parlez. You got quoi? On aura le temps de le dire. Consacré cette fois à la création africaine et Profiles également. Vous êtes né à Abidjan, vous avez grandi à Paris, vous vivez aujourd'hui entre les deux, et là vous êtes rentré hier d'Abidjan, je crois. Est-ce qu'à chaque fois que vous allez à Abidjan ou vous tenez un lieu de création d'art contemporain, vous faites le plein de rencontres, de nouveaux artistes, d'images, peut-être de peintures, de films, de musique, avec quoi vous revenez dans vos bagages? Tout dépend de bonsoir et merci de l'invitation déjà. Tout dépend de la période en fait. C'est là justement a commencé hier l'Abidjan Art Week, qui est une tentative de fédérer un peu le monde de l'art international vers Abidjan, parce qu'on n'a pas à part le Massa qui est plus art vivant, théâtre et autres, qui a lieu tous les 2 ans et qui est plus un marché. On n'a pas de manifestation d'envergure comme une biennale de Dakar ou de Bamako ou une foire à Cape Town ou Lagos qui ferait venir du monde. Donc là, il y a des tentatives qui se font, donc à partir d'hier jusqu'à samedi, après-demain. Donc, en ce moment, il se passe des choses, mais moi, j'avais dit oui pour le Quai Branly, donc je suis là. Donc vous n'y êtes pas cette fois-ci. Non. Ça ressemble à quoi pour qu'on se représente? Ça se passe où? Alors, la première avait eu lieu je crois en janvier l'année dernière, pendant la Cannes. C'est pour le moment... La Coupe africaine des Nations. Pardon, excusez-moi, merci de me reprendre. On a la Coupe africaine des Nations, que la Côte d'Ivoire a remportée d'ailleurs. Plus sérieusement, ce sont des galeries qui essaient d'avoir des expositions d'envergure au même moment, d'avoir des vernissages au même moment, d'organiser des nuits des galeries au même moment. On avait eu une très belle nuit des galeries en mars 2020, donc juste avant le Covid. Ça s'était très bien passé et depuis pas d'autres initiatives jusqu'à janvier 2024.
Et donc, pour répondre à votre question, ça dépend vraiment du moment. Là, j'ai eu une période intense parce que j'ai reçu une personnalité assez intéressante du monde de l'art à Abidjan, parce que j'ai aussi l'envie de mettre Abidjan sur cette carte internationale. Donc, ce sont des initiatives indépendantes. Et donc, j'avais dit à Chris Dercon de venir, qui est le président maintenant, le directeur de la Fondation Cartier, et qui était passage à Accra. Je lui ai dit, tu peux pas aller à Accra sans venir à Abidjan. C'est combien d'heures de vol? 41 heures. D'accord. Voilà. Il est parti voir Ibrahim Mahama à Tamale et à Accra, et ensuite il a pu voir l'architecture du plateau à Abidjan, rencontrer des artistes et faire un talk exactement la semaine dernière à Something. Alors vous étiez avec lui, là vous en rentrez juste. Quand vous êtes de retour à Paris, Alix Kofi, est-ce que vous vous donnez pour mission d'aller voir des institutions culturelles que vous devez très bien connaître aujourd'hui et en quelque sorte de défendre des artistes que vous rencontrez à Abidjan en Côte d'Ivoire, des artistes ivoiriens qui créent en Côte d'Ivoire? Est-ce que quand vous êtes à Paris, est-ce que c'est encore une forme de passage obligé pour des artistes francophones africains? En tout cas, est-ce que c'est un atout, voire un passage obligé, que de passer par la case Paris? Absolument. Pour le moment, oui. Les galeries, les institutions, Paris Plus en octobre, je suis toujours là, souvent avant cela à Londres. Ce sont des passages obligés et je pense que ça le sera toujours. Je pense que le plus efficace, ce serait New York, parce que bon, avant Trump, mais sinon New York aussi, par rapport à la population afro-américaine, il y a un fort attrait pour la culture africaine, pour les artistes africains, de manière différente d'ailleurs. Et à ce sujet, Toussaint Tiandré-Béogo, c'est quelque chose qu'on retrouve en filigrane de plusieurs de vos rapports pour l'UNESCO, que ce soit sur la mode africaine, que ce soit sur l'industrie du film, du cinéma, et aussi le livre, sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. On a l'impression que pour les artistes francophones africains, de façon générale, c'est toujours difficile de parler en généralité, mais il y a toujours cette obligation, et peut-être en particulier pour les écrivains que vous connaissez, de passer par la capitale de la littérature, Paris, et y compris d'ailleurs pour ceux qui élaborent une forme de contre-discours contre l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, comme ça a pu l'être après les indépendances ? Merci beaucoup, Julie, et bonsoir au public. Mais avant de répondre à votre question, parce que je viens d'une institution où nous travaillons sur les normes qui doivent inspirer les politiques culturelles au niveau mondial. Donc j'ai cette déformation professionnelle qui fait que quand j'ai reçu votre invitation, je me suis interrogé sur le titre qui est doublement ambigu pour moi. Premièrement, défendre une culture africaine. J'ai lu une culture africaine. Et je me dis, non, il n'y a pas une culture africaine. Il y a des cultures africaines. Donc ça, c'était la première ambiguïté que je tenais à soulever. Et deuxièmement, défendre. Pourquoi est-ce que cette culture aurait besoin d'être défendue? Contre quoi? Contre quoi? Sachant qu'une culture, par définition, à l'UNESCO, et c'était en 82 lors de la conférence mondiale sur les politiques culturelles, la définition qui avait été adoptée et qui est toujours en cours est que la culture est l'ensemble des signes distinctifs, à la fois spirituels, matériels, affectifs, intellectuels, qui caractérisent un groupe d'individus ou une société. Donc qui englobe à la fois les arts, le patrimoine, les savoir-faire traditionnels, la création artistique, etc. Et partant de cette définition, on voit bien que la culture est quelque chose de mouvant. C'est quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure en fait, de l'évolution de chaque groupe ou de chaque société, qui interagit, qui se développe, qui se nourrit d'autres contacts. Donc de ce point de vue, être dans une notion de défense pourrait même aller à l'encontre de la définition. Donc voilà, donc après cela, c'est landmark posé. On peut maintenant aller de l'avant avec votre question. Oui. Est-ce que je peux demander à Alix Kofi ce que vous en pensez, vous, de ce que vient de dire Toussaint Tiandré-Béogo? Il a dit avec des termes beaucoup plus académiques, c'est absolument ce que je pense, donc on peut rester là-dessus. Mais j'ajouterais que depuis novembre dernier, il faut même défendre la culture en général, puisque même en France et dans les FRAC, tous les budgets sont coupés.
et que ça part des États-Unis et ça malheureusement ça arrive ici et ça va se répandre. Donc c'est la culture avec un grand C et tout ce qui est art vivant, art plastique, livres avant la censure, même dans les écoles, tout ça c'est à défendre. S'il y a quelque chose à défendre, c'est la culture globale. Et pour la culture, pour les cultures ou pour les moyens d'expression africains, ils s'expriment très bien en fait. Et ce qu'il faut, c'est plutôt qui sortent de la marginalisation dans laquelle on les force, on les contraint. Parce que quand on est sur place, on ne sent pas qu'on a besoin de défendre quoi que ce soit. On sent qu'on a besoin d'avoir des moyens pour s'exprimer, certes, mais on ne sent pas qu'il y ait besoin. C'est le regard extérieur peut-être qui pense qu'il faut défendre quelque chose. Alors s'il y a des écueils, des problèmes à soulever, on le fera tout au long de cette discussion, mais vous les soulevez dans vos rapports, c'est néanmoins le manque de moyens, souvent d'infrastructures. Quand on parle de musique, ça peut être le manque de studios d'enregistrement. Quand on parle de mode, c'est le manque d'une industrie. On continue à exporter du coton brut d'Afrique, alors qu'on aurait pu, on pourrait le transformer si l'industrie qui existait dans les années 80 dans plusieurs pays d'Afrique ne s'était pas complètement effondré. Donc c'est peut-être ça, défendre une culture africaine, défendre aussi plusieurs récits, puisque vous disiez tout à l'heure, il y a des cultures africaines, pas une seule, donc plusieurs récits et pas celui d'une Afrique figée dans le temps, un peu intemporelle. Donc pour reprendre le fil et filer la métaphore de la mode justement, oui, est-ce qu'il faut toujours en passer par Paris ou la France pour les pays d'Afrique francophone et d'autres capitales anglophones pour les autres? Alors, cela était vrai, de mon point de vue, il y a encore quelques années, et ça le reste vrai pour certaines des filières artistiques. Si vous prenez par exemple le domaine du film, effectivement, dans les années 80, Paris était, jusque même dans les années 90, voire début des années 2000, Paris était un passage obligé du fait des structures de financement et de soutien que les cinéastes pouvaient avoir en France ou en Europe. Je parle aussi du cas des États-Unis pour la production anglophone. Mais depuis le début des années 2000, vous prenez un pays comme le Nigeria avec plus de 2500 films produits par an. Mais Nollywood, c'est une exception. C'est une exception, mais il y a beaucoup d'autres. Il y a le Kenya, il y a le Ghana avec 600 films par an. Il y a l'Ouganda également. Il y a beaucoup d'autres pôles en fait, de production. Je ne parle même pas de l'Afrique du Nord, où effectivement, dans ces pays, il y a un écosystème de la créativité qui s'est mis en place avec une économie propre qui fait qu'ils n'ont absolument pas besoin de passer par Paris, ni même par Cannes, pour en fait exister sur le plan de la création artistique. Ça l'est moins vrai pour les écrivains, qui aujourd'hui, effectivement, la reconnaissance vient beaucoup plus par rapport aux prix qui sont décernés en Occident ou alors aux ventes qu'ils peuvent y réaliser, simplement parce qu'effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, les infrastructures éditoriales sont souvent très, très limitées dans ces pays et un artiste, quel qu'il soit, il a envie avant tout de s'adresser à un public où que ce public se trouve. Donc il est moins mu par ces considérations, on va dire, géopolitiques, etc. Et c'est simplement, l'artiste va aller vers un écosystème qui lui permette de créer, de s'exprimer, d'être reconnu comme artiste. C'est vrai qu'on peut citer quelques exemples pour se faire l'avocat du diable, mais en ce qui concerne la littérature, le professeur de lettres togolais Anina Kofi, qui est un homonyme, dit que la position des écrivains francophones est paradoxale, sinon tragique, Paris étant à la fois la capitale de la domination politique et ou littéraire et la capitale de la littérature. Aucune alternative, aucune solution de rechange ne leur permet d'échapper à Paris, et ce jusqu'au dernier prix Goncourt sénégalais 2021, M. Sarr, dont on a parlé d'ailleurs avec Elgas il n'y a pas très longtemps. Donc, comment expliquer qu'il faille en passer par là? C'est le cas aussi pour la mode, c'est devenu daté maintenant, mais quand on parle de la mode africaine, en France, à Paris, tout de suite on a commencé à penser à Iman Aïssi, créateur camerounais qui s'était installé en France dans un tout petit studio, qui avait commencé à faire des robes à pois avec du tissu qu'il allait acheter au marché Saint-Pierre. Donc en tout cas l'imaginaire, si ce n'est pas la réalité, au moins l'imaginaire, j'allais dire dans les pays occidentaux, on pense tout de suite à des artistes africains, mais qui sont passés par des grandes capitales, qui ont été formées là. Alors est-ce que c'est une distorsion de la réalité ou est-ce que c'est
Anna-Alix Kofi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu global parce que c'est une question d'hégémonie pour la mode comme pour la littérature. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de passer par Cannes, mais ça a eu un gros événement parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 Nigérians qui sont sélectionnés pour cette année à Cannes, des films nigérians pour la première fois. Je pense qu'il y en a 2 et ça fait un énorme buzz, j'ai envie de dire, pour parler comme les jeunes. Mais c'est une question d'hégémonie parce que je pense à Demna Gassia qui est géorgien, qui a dû passer par Paris pour faire vêtements Balenciaga et maintenant Gucci. Donc c'est au-delà même, c'est pas seulement l'Afrique, c'est pour tout le monde. Ce sont des capitales très fortes et est-ce qu'on veut avoir une conversation globale ou juste africaine? Donc effectivement pour la mode et Monsieur Toussaint, pardon. Il y a Lagos qui se porte à merveille, c'est une capitale de la mode incroyable, capitale du Nigeria, qui fait des choses magnifiques, où le métier d'art pour eux c'est quelque chose de everyday life, vraiment tous les jours. Il y a Lagos Fashion ensuite il y a Artix Lagos c'est une foire d'art contemporain, tout va très bien, Nollywood, mais ils sont très contents quand un artiste aux États-Unis ou en France portent leurs vêtements, parce que ça veut dire que c'est un écho en dehors du continent. Donc il y a la satisfaction et l'autosuffisance sur le continent, mais la volonté d'avoir aussi une reconnaissance internationale et de passer par là où ça compte. Donc pour l'art, pour la mode, pour le cinéma, les capitales comme Paris, Londres ou New York comptent toujours. Je sais qu'ils veulent aller à Milan, il y avait la Art Week, la Design Week de Milan là, début avril, pardon, et je sais qu'il y a des artistes africains qui y sont allés et qui pensent à y aller en tout cas pour des Ivoiriens, des Sénégalais l'année prochaine, parce que c'est important d'avoir la voix au chapitre dans une conversation internationale. À ce propos, Chimamanda Ngozi Adichie est donc grande écrivaine nigériane qui a fait connaître son pays, mais aussi les Nigérians exilés aux États-Unis par ses livres comme Americana. Elle disait, je crois qu'elle avait même lancé un peu une journée, ou je ne sais pas, mais habillez-vous Nigérians. Il y a quelque chose, une forme de volonté affirmée au Nigeria de soutenir des artistes nigérians. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays d'Afrique? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, que vous connaissez bien, on crie haut et fort qu'on a des artistes ivoiriens qu'il faut mettre en avant? Ou est-ce que vous décelez là une différence entre les pays d'Afrique anglophone, francophone, J'ai une différence avec le Nigeria tout court, qui est un pays en Afrique en lui-même. Et ils sont très forts pour ça. J'ai été à ma première Biennale de Venise, c'était en 2017. Ils avaient leur premier pavillon. Et les Nigérians, poussez-vous, ils arrivent. On les voyait arriver en force. Et c'est quelque chose de formidable parce qu'ils sont cette cohésion. Alors, ils sont tous ultra élégants, ultra sapés. Ils font du bruit, on les voit arriver. Là, idem pour le second pavillon, c'était lors de la dernière édition. En ce qui concerne la mode, oui, ils s'habillent nigérians et ils ont de quoi faire parce que c'est vraiment très beau. C'est une industrie qui fonctionne très bien et il y a de quoi faire. Bon, pour la Côte d'Ivoire aussi, on a Lozama Léombo, Holo Concept, Elikram, La Falaise Dion pour les plus connus. Loza a habillé Beyoncé pour son clip. La Falaise aussi. Je porte des bijoux Rocus London, ça commence à bien marcher. On essaie. Je les regarde depuis tout à l'heure. on est moins fort, on a moins cette cohésion, en tout cas pour Abidjan que je connais, on va dire parfaitement, par rapport aux Nigérians, tant pour la mode que pour l'art contemporain. Mais cette force-là, effectivement, il faudrait qu'elle se déploie un peu partout. Mais je pense que, sans vouloir parler trop, il y a quand même cette conscience de vouloir acheter local. Bon, ce qui m'emmène aussi au Concept Store qui a été ouvert à Abidjan en 2021 par l'initiative de Cécile Fakouri et que j'ai dirigé pendant 4 ans, qui s'appelle Abi Concept et qui voulait et qui veut toujours mettre en avant les créations africaines, made in Africa. Et ça, c'est important, il y a conscience de ça. Et qui sont portés par qui? Alors, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a des commerces pour ça, des réseaux de distribution? Je vous pose la question Toussaint Tiandré-Hugo, parce que ça avait vraiment fait l'objet d'un rapport de l'UNESCO. La mode est une industrie culturelle et créative considérée comme telle. Et en l'occurrence, comment, à ce jour, est-ce qu'on peut parler de son développement? Oui, bien entendu. Je pense qu'il y a 3 typologies, un petit peu, quand vous prenez le secteur de la mode en Afrique. Il y a des pays qui sont locomoteurs dans la haute couture, avec à la fois des stylistes de renom que l'on recense de l'Afrique du Sud
en Côte d'Ivoire, en passant par le Kenya, le Nigeria bien entendu, et qui sont des artistes de renom dont on n'entend pas parler, par exemple en France, mais qui, sur le plan africain, en fait, font bouger les lignes en termes de design. Et ensuite, vous avez une catégorie des pays qui sont beaucoup plus investis dans le textile, non, pas dans les vêtements industriels. Des pays comme, par exemple, le Maroc, la Tunisie ou même l'île Maurice sont reconnus pour être des pays dans lesquels on sous-traite beaucoup, les marques européennes sous-traitent beaucoup la fabrication de leurs vêtements. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie qui concerne un peu plus l'ensemble des États dans lesquels vous allez retrouver des confections traditionnelles, du moins artisanales de vêtements ou d'accessoires de mode. Et c'est vrai que beaucoup d'Africains, notamment en Afrique de l'Ouest, ont cette tradition de porter des vêtements confectionnés sur place. Et ça fait vivre effectivement un écosystème. Là où effectivement le bas blesse, c'est que l'on se rend compte que la matière première en fait du secteur de la mode qui est le textile, de mémoire je pense que 37 pays sur les 54 pays en Afrique produisent du coton, mais 90% de ce coton est exporté pour être transformé en textile et revenir sur le continent sous forme effectivement de textile, toute chose qui effectivement renchérit les coûts de production et qui peut effectivement aussi avoir un impact sur la capacité de ces pays à tirer profit des revenus gérés par le... Voilà. Et à cela s'ajoute aussi la question de la formation dont vous avez si bien dit. Mais en revanche, on note quand même qu'un certain nombre de pays ont pris des mesures soit réglementaires ou même souvent législatives pour imposer le port de tenues dites nationales selon certaines journées de la semaine ou même en fait de l'année. Et c'est le cas par exemple pour le Burkina, je m'abuse, qui a été même étendu non seulement aux scolaires, mais également aux magistrats qui ne doivent plus porter les tenues comme on peut les voir en fait un peu partout pour les juges, etc., etc. Et je pense que la Côte d'Ivoire aussi a dû prendre, doit avoir un texte sur le port de tenues. Je ne sais pas si c'est effectif. Je ne sais pas si c'est effectif. Oui, non, mais ça démontre en fait de la volonté de pouvoir effectivement permettre aux stylistes de créer et également de valoriser les ressources. Parce que prenez en fait 1,5 milliard en fait d'habitants, si on passait le temps à porter des vêtements confectionnés ailleurs, cela, au-delà de l'aspect de l'identité culturelle même, pose un problème économique à travers la balance commerciale. On ne peut pas se développer avec une balance commerciale toujours déficitaire, surtout sur du vêtement. Et plutôt que d'être la poubelle aussi de tous les vêtements que les Français et Européens occidentaux ne veulent plus, on appelle ça, dans plusieurs pays d'Afrique, on appelle ça les vêtements de blanc mort, tous ces containers de vêtements qui arrivent, on pense que on fait une bonne action en envoyant des vêtements, mais en fait, il y en a beaucoup trop, ça crée des décharges. Vous vouliez dire quelque chose? Non, par rapport, mais c'est anecdotique, parce que par rapport au tissu, les jeunes créateurs que je connais ou que j'ai pu sélectionner pour le Concept Store utilisent tous des tissus qui sont made in Africa, donc pas de wax. Oui, parce que le wax, en fait, c'est hollandais. Les origines sont hollandaises. Mais il y en a qui sont produits maintenant, il y a des copies qui sont produites notamment beaucoup au Nigeria, en Côte d'Ivoire, etc. Mais même les motifs, essaient plutôt de travailler des tissus comme des tissus faits à partir d'écorces d'arbres, à partir du coton qui vient du Burkina, il va y avoir du coton qui vient du Mali ou du nord de la Côte d'Ivoire. La laine berbère? Oui, ça j'ai pas vu, mais certainement. Il va y avoir du coton, du kente ou d'autres étoffes qui sont tissées dans la région de Yamoussoukro. Donc ils font attention là où ils sourcent. Mais la production n'est pas assez exponentielle pour le moment pour couvrir tout un marché ou pour en faire une industrie. Ça reste confidentiel. Donc on est là aussi dans des problèmes de production, tout comme l'industrie de l'édition, l'édition tout court, Toussaint Tchandre-Béogo, puisque vous expliquez dans le rapport qui est en cours et dont j'ai pu voir un petit peu le brouillon, mais il est en cours de préparation, que la plupart des livres qui doivent être
être édités, enfin publiés sur le continent africain, en fait, ils sont envoyés en Inde, je crois, c'est ça, pour être imprimés, parce qu'il n'y a pas les infrastructures, que ce soit pour l'industrie textile, que ce soit pour le livre, que ce soit pour les studios d'enregistrement de musique. En fait, il y a quand même ce problème-là qui reste très important. Oui, effectivement, ça renvoie à la question des infrastructures. Ce n'est pas toute l'impression de livres qui se passe en Inde, mais l'idée est que quand on est confronté à des intrants et à des coûts de production très très élevés, des fois, effectivement, c'est plus rentable économiquement de les faire imprimer à l'extérieur du continent et ensuite de les importer pour avoir un coût d'accès qui soit à la portée de beaucoup de monde. Et on l'observe essentiellement avec tout ce qui est manuel scolaire. Parce que actuellement, le manuel scolaire représente à peu près 70% du chiffre d'affaires du secteur de l'édition en Afrique. Et c'est des gros volumes et pour lesquels, effectivement, des fois, ça revient moins cher de les faire imprimer à l'extérieur. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que le monde de l'édition lui-même se caractérise par un ensemble en fait de chaînes de valeur. Et lorsque effectivement vous avez au niveau du segment de la lecture publique ou de l'accès aux livres ou de la distribution, vous avez des carences, comme ça peut être le cas dans plusieurs pays parce qu'il manque de bibliothèques pour la lecture publique, il manque de librairies où on peut avoir accès en fait aux livres. Donc tout cela crée des conditions pour qu'il y ait aussi le piratage au niveau des livres, soit des photocopies, etc., etc. Qu'on voit à tous les coins de rue. Alors, j'entends parler de beaucoup de manque, alors je vous fais confiance, hein, ce sont les chiffres, mais quand on est sur place, on n'a pas l'impression que ça manque. Effectivement, les livres, des bouquins, on les voit, ils sont contrefaits, ça fait rire, mais il y a des piles, donc à peu près, on trouve ce qu'on veut, on peut commander ce qu'on veut, on le trouve. Il y a des petites imprimeries, mais alors c'est vrai que c'est confidentiel et ça peut peut-être pas imprimer des livres scolaires pour plein d'écoles, mais je sais qu'en Afrique du Nord, ils se débrouillent pour faire en tout cas des belles éditions et on arrive à faire des choses. On arrive aussi à imprimer en Côte d'Ivoire. Bon, on ne peut pas avoir le choix du papier, même la première, honte à moi, mes publications sont imprimées parce que je ferais que je les ai commencées. Voilà, je les ai commencées il y a une dizaine d'années et j'ai commencé par l'Italie. Et une fois qu'on a la qualité, je ne vais pas ailleurs qu'en Italie. Une fois qu'on a la qualité italienne, on a du mal à faire autrement. Et tant que j'ai pas exactement le papier que je veux, c'est pensé en Afrique, fait par une Africaine et par des Africains, mais imprimé ailleurs. C'est l'internationalité de la chose. Mais voilà, je voulais dire que quand même, on se débrouille pour avoir pas mal de choses. Et au niveau on sent pas le manque quand on est sur place. Et moi, je suis retournée à Abidjan il y a seulement 5 ans. Vous entendez une Parisienne vous parler. Oui, je suis allée même avec ma mentalité parisienne. On m'a bien stoppé net tout de suite. Et maintenant, je sais exactement comment faire les choses à l'ivoirienne et ça marche aussi très bien. Et on sent pas. Ce sont des rapports que je respecte absolument, mais on sent pas tous les manques quand on est sur place. Nous, on est sur on va dire, dans une dimension de comment faire en sorte pour que ces activités-là, comment faire en sorte pour défendre à la fois les artistes et les professionnels qui travaillent dans ces métiers pour qu'ils puissent vivre de leur... Et de ce point de vue, effectivement, quand on a une pile de livres par terre disponibles qui ont été contrefaits, ça ne valorise ni les auteurs et ça accorde moins l'économie en fait à se développer. Ça diffuse la culture. Comment ? Ça diffuse la culture. Oui, au moins. Non, c'est du piratage, d'accord. Absolument. Oui, peut-être qu'on peut en effet trouver c'est le moindre mal, des points positifs. Si on reste vraiment très froid, en effet, sur les chiffres, vous parlez de 12 606, c'est très précis, librairies sur le continent, mais très mal réparties, avec des pays qui se distinguent néanmoins en la matière, enfin qui sont très actifs, qui publient beaucoup, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana. Annalix Kofi, d'ailleurs, vous qui êtes éditrice indépendante, parce que là on parle de l'industrie de l'édition et de l'impression, mais sur le fond, le contenu des livres, est-ce que vous êtes approché ou est-ce que vous approchez vous-même de jeunes talents littéraires ou moins jeunes, mais qui écrivent dans leur langue, qui n'écrivent ni en français ni en anglais, mais dans une des 2000 autres langues du continent, parce qu'il y a aussi une forme de mouvement qui s'est amorcé là-dessus. Ça, ce serait une œuvre artistique, parce qu'il faudrait que les gens la comprennent. Donc trouver un moyen, peut-être effectivement, l'imprimer dans la langue locale
et ensuite mettre un QR code pour que la version, soit anglaise, soit française, soit disponible online. Mais la question de l'impression veut dire que si on veut que ce soit compris, il faut fatalement traduire. Donc on va démultiplier les pages, et donc le volume, et donc le coût. Et donc pour ça, que si c'est une œuvre en soi, et que comment dire, le sujet, c'est la langue, oui, c'est un travail. Autrement, au début, quand j'ai mes revues, elles étaient systématiquement traduites. C'était d'abord écrit dans la langue de la personne qui parle, donc anglais, français ou portugais, et ensuite traduit en anglais. Mais j'ai vu au fur et à mesure, avec les coûts de traduction, de relecture et d'impression, qu'il fallait aller à l'essentiel et réduire, malheureusement, ça permet moins de fantaisie. Mais effectivement, on est obligé de se lier à une des 3 langues vernaculaires de l'Afrique, français, anglais, portugais, portugais, pour s'exprimer et se faire comprendre de manière globale. Est-ce que la renommée internationale de certains artistes, qu'ils soient écrivains comme Chimamanda Ngozi Adichie, mais je ne vais pas citer qu'elle, bien sûr, sous le nom, parce que il y en a tellement d'autres, Ismaël Béa, qui fut enfant soldat en Sierra Leone, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, le Libyen britannique Hicham Mattar, et il y en a beaucoup d'autres, mais est-ce qu'à chaque fois, le fait qu'un écrivain ou un musicien, un cinéaste connaisse une renommée internationale, est-ce que nécessairement Toussaint Tiandro-Beogo, ça contribue à développer les filières sur le continent, où c'est complètement indépendant? Alors, ce qui est vrai, c'est que quand un artiste africain a une renommée internationale, ça participe effectivement à faire entendre des voix africaines sur la scène internationale. Ça contribue à affirmer des narratifs qui ne seraient pas entendus si ce n'étaient pas ces artistes. Effectivement, de ce point de vue, c'est quelque chose d'absolument fondamental que ces artistes puissent être entendus sur la scène internationale. En revanche, ce que l'on a remarqué d'un point de vue de l'élaboration des politiques publiques, une fois de plus, c'est que le succès en fait d'un artiste à l'international n'implique pas automatiquement le développement de cette filière dans son propre pays. Ça a été le cas pour beaucoup de cinéastes qui ont pu avoir des renommées ou des récompenses à l'étranger sans que ça entraîne en fait une structuration de la filière du cinéma dans leur pays. C'est aussi vrai pour le domaine de la littérature. En revanche, on observe que dans le domaine de la musique, effectivement, la plupart en fait des succès également ont un impact sur le développement des filières dans les différents pays. Sans doute parce que l'écosystème de la musique est beaucoup plus en termes de structuration et en termes de besoins d'infrastructures et de politique, beaucoup plus on va dire, moins lourde que les autres secteurs, les autres filières artistiques. Oui, mais effectivement, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que là-dessus, Alix Kofi, vous avez quelque chose à dire ou c'est trop industrialo? On a commencé à aborder la question de la protection des œuvres, des droits d'auteur notamment. Alors vous êtes, Anna-Alix Kofi, une grande défenseuse des NFT. Peut-être qu'on peut, je ne sais pas si le lien est très facile à faire, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette technologie? C'est surtout une technologie qui est apparue, je pense, il y a une dizaine d'années. Au début, elle a été très vite vilipendée parce que elle correspondait, en ce qui concerne l'art, à des pièces qui étaient un peu vues comme des gadgets et beaucoup de spéculation avec une œuvre qui a été vendue, je crois, à 69 millions de dollars et qui, l'année d'après, n'en valait que 13. Donc ça a été vite relégué et tout le monde a dit « oh, c'est mort, c'est un peu une fantaisie ». Et en fait, quand on regarde réellement la technologie, ce à quoi ça sert les artistes. C'est une sorte de certificat. Voilà, c'est un certificat qu'on va apposer à une œuvre digitale ou même à une œuvre physique et qui va être, donc ce certificat va être inscrit sur la blockchain et va faire que c'est tracé. Donc on a le propriétaire de cette œuvre et on a tout l'historique des rachats. Donc à quoi ça sert? Ça sert à savoir à qui ça appartient, ça sert à savoir quand c'est vendu et ça sert donc aux droits de suite.
C'est-à-dire qu'une fois qu'une œuvre est vendue, qu'elle a été mintée, donc qu'on a un certificat sur la blockchain, à chaque fois qu'elle est vendue, on sait à qui elle est vendue, à qui elle appartient donc, et l'artiste peut donc réclamer des royalties. Ce qui est pour le moment pas possible, parce que c'est un peu obscur. Et quand on a décidé de faire, par exemple, des ventes privées par des entreprises comme Sotheby's ou Christie's qui vont faire des private sales et on s'est vendu sous le manteau, c'est pas une enchère qui va être publique, on sait pas où est l'œuvre. Donc l'artiste qui a vendu son œuvre à 30 000, qui est parti aux enchères à 150 000 et qui est après est vendu plus cher, normalement, il devrait avoir un droit de suite, c'est-à-dire des royalties à chaque fois, mais qu'il ne récupère pas tout le temps. Donc le fait de pouvoir inscrire les pièces sur la blockchain le rend complètement traçable et ça offre une certaine autonomie aussi à l'artiste. Par exemple, imaginons un peintre dont l'œuvre d'art est vendue par une galerie parisienne, ça arrive quand même régulièrement. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça changerait d'après vous Alors c'est un très bon exemple parce que je discutais avec une peintre dont je vais taire le nom, mais qui m'a dit des choses absolument révoltantes. Qui me dit ah mais tu sais moi il faut que je cours après le galeriste, c'est pas simplement des Africains, mais là il se trouve que c'était une Africaine du Burkina qui dînait avec moi un soir et qui m'expliquait un peu le fonctionnement. On vend ses œuvres, alors elle sait pas trop quand c'est vendu, elle sait pas trop quand elle va être payée et on lui dit, enfin ça c'est oui dire, c'est elle qui me dit directement oh mais tu sais de toute façon c'est une bonne somme, que tu convertis ça en francs CFA avec le pouvoir d'achat, c'est extraordinaire. On entend ça encore. Et ça bon c'est une artiste, elle n'est pas professionnalisée comme un Amoua Kobo Afo qui est entre les mains d'une vraie galeriste qui s'appelle Marianne Ibrahim et qui n'entendra jamais ce genre de choses, mais beaucoup d'artistes, et y compris pas simplement par des galeries étrangères, mais les galeries locales aussi, peuvent vendre des œuvres. On va lui envoyer une photo. Oh, regarde, j'étais chez le collectionneur, j'ai vu ton œuvre. Ah, mais je me souviens pas l'avoir vendue. Appeler le galeriste en question et s'entendre dire ah oui, non, mais attends, je vais t'expliquer. Avec le NFT, c'est-à-dire que je suis artiste, je suis peintre, je vais confier mon œuvre à la galerie, mais c'est moi qui ai ce certificat-là. Et donc, c'est moi qui le donne à chaque fois que c'est vendu. C'est la chose que ça change. Donc, on essaie de faire rentrer ça. J'ai été soutenue par Création Africa pour présenter une exposition NFT à la Biennale de Dakar en novembre dernier, dans le cadre du projet spécial du IN. On a aussi bougé du côté de Marrakech pour un 54. Et puis là, on essaie de faire tourner l'exposition, et notamment on sera présenté à Something Art Space parce que je montre aussi des œuvres NFT dans la galerie. Et c'est vraiment important. Et j'essaie d'imposer ça. Ça paraît un peu David contre Goliath, mais petit à petit, de le dire aux artistes et qu'ils le pensent à le faire et que ce n'est pas un gadget, en fait. C'est vraiment nécessaire. Toussaint Tchandro-Beogo ? Oui, en fait, d'un point de vue de l'élaboration des politiques publiques, une fois de plus, qui est notre cœur d'intervention, on se rend compte qu'effectivement les technologies numériques posent beaucoup de difficultés quant au fait de pouvoir garantir les droits des artistes. Ça va très très vite, ça évolue vite. Et quand on prend les exemples d'artistes effectivement qui ont déjà une certaine renommée ou qui peuvent avoir accès à des conseils pour les accompagner, ils sont déjà privilégiés par rapport à la majorité effectivement des artistes sur le continent qui peuvent voir effectivement leur œuvre spoliée sans pour autant pouvoir avoir accès aux droits. Donc un des éléments essentiels des politiques culturelles, c'est de voir comment est-ce que cette question des nouvelles technologies en fait peut être prise en compte, mais pas à l'échelle d'un pays parce que c'est assez difficile. C'est de voir comment est-ce qu'à l'échelle d'un regroupement de pays, soit au niveau des structures sous-régionales ou alors continentales, voir comment est-ce que l'on peut implémenter des mesures ou des politiques qui permettent aux artistes de pouvoir réellement vivre de leurs œuvres. Il y a une organisation africaine de la propriété intellectuelle aussi. Alors, est-ce que ça a un lien ? Parce que je reconnais que j'y connais pas grand-chose sur les NFT et ces nouvelles technologies, la façon dont on les utilise, mais est-ce que cette question de la propriété intellectuelle se pose aussi en termes généraux, africains, comment elle est prise en compte ? Bien entendu, parce que l'on se rend compte aujourd'hui que le non-respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, de façon générale, qui se manifeste bien souvent par les phénomènes de piraterie, est un phénomène qui est
totalement transfrontalier. Et autant effectivement des artistes de l'Afrique du Sud seront spoliés en Afrique de l'Ouest, autant effectivement des artistes du Maghreb peuvent l'être également dans d'autres pays en fait de l'Afrique, parce que toutes ces œuvres en fait circulent à travers des canaux qui ne sont pas des canaux officiels et qui se font au détriment des ayants droit des œuvres. Donc piratage et contrefaçon, Alix Kofi, c'est une préoccupation des artistes avec lesquels vous travaillez? Pour la musique, en tout cas en Côte d'Ivoire, il y a le Burida qui est assez efficace et qui... Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas de quoi... C'est le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Merci. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Burida, oui, voilà. Et donc, qui est assez efficace et qui donc surveille, en tout cas pour une espèce de SACEM et plus qui intervient correctement. Donc ça se pose dans tous les domaines qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la mode bien sûr. Est-ce que vous qui travaillez aussi avec des créateurs africains, ils ont peur d'être Alors là, copiés? déposer la patente comme pour par exemple des marques que j'ai pu connaître comme Maison Abiy Rose et autres, ça c'est compliqué en Afrique, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Il faut en fait... parce qu'est-ce qu'il y a vraiment un organisme qui fait ça, qui va recueillir des modèles déposés? Je pense que je vois tout se copie. Il va y avoir un modèle qui va sortir, par exemple, une Nigériane, Nisa Fola Oyo, va faire un modèle, et il va y avoir plusieurs variantes, mais ça va être, je pense que le copyright un peu du do it yourself va être l'Instagram qui va poster le premier, en fait, et qui va montrer le premier. Et après, on saura que c'est la création de telle personne qui, après, c'est démultiplié. Bon, il reste, c'est comme partout, hein, il y en a qui vont préférer acheter l'original et d'autres la copie, mais il n'y a pas encore c'est pas encore patenté. Ouais. En fait, la question est celle de l'application, parce que le cadre juridique international existe à travers l'OMPI qui établit effectivement ces normes et sur lesquelles les politiques nationales peuvent s'inspirer. Mais la question est celle effectivement de l'application. Si vous prenez par exemple le cas de la mode, effectivement la possibilité de faire enregistrer en fait ces designs, normalement, théoriquement, c'est prévu. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a un phénomène de contrefaçon? C'est là où effectivement le système ou l'appareil judiciaire est bien souvent en fait démuni pour pouvoir poursuivre en fait ceux qui font de la contrevention, de pouvoir réhabiliter en fait les ayants droit dans leurs droits. Et quant aux organismes de perception des droits d'auteur comme le Bureau ivoirien de droits d'auteur, mais qui existe aussi dans plusieurs autres pays, la question est-ce que ces sociétés de perception des droits sont beaucoup plus actives dans le domaine de la musique, un petit peu dans le domaine de l'audiovisuel et très souvent en fait absent dans le domaine du livre par exemple ou alors des arts visuels dont on n'a pas beaucoup parlé et également de la mode. Et on se rend compte qu'aujourd'hui la principale source de financement pour ces sociétés de perception de droits d'auteur va être beaucoup plus sur la copie privée, donc tout ce qui est lié à l'importation d'appareils sur lesquels on peut utiliser pour enregistrer du contenu culturel, les téléphones portables, les photocopieurs, etc., qui constituent une source majeure de leurs revenus. L'autre source, ce sont les radiodiffuseurs qui payent également des redevances au titre de l'utilisation de ces œuvres, et un petit peu moins sur la production de spectacles en live. Et comme maintenant la plupart des œuvres ont tendance à être utilisées, notamment musicales, et même souvent audiovisuelles en ligne, ça fait moins de perception, moins de rémunération, et du coup ils se retournent en fait vers une économie qui va être celle de l'économie liée en fait à ces plateformes numériques telles que YouTube, etc., sur lesquelles effectivement ils vont pouvoir être rémunérés au nombre de vues, mais ça reste quand même, c'est quand même un manque à gagner par rapport à leurs droits patrimoniaux. Est-ce que je repense à la façon dont vous nous avez taquiné, ou vous m'avez taquiné sur le choix du titre pour cette table ronde, défendre une culture africaine. Donc certes, il n'y a pas une culture africaine, et la défendre contre quoi, c'est un peu absurde. Néanmoins, peut-être la protéger contre tous les dangers que vous venez d'évoquer, et se demander si les États africains eux-mêmes font en sorte d'encadrer la création, de la protéger. Donc on a bien entendu tous les écueils que ça demande. Mais vous, concernant de façon peut-être plus personnelle, quand vous, par exemple, Alix Kofi,
défendez des artistes, nommément, que vous connaissez bien, dont vous connaissez le travail, pour lesquels vous vous passionnez, vous en rencontrez très régulièrement. Quand il s'agit de les défendre, est-ce qu'il y a la volonté de défendre des artistes individuellement, ou est-ce que vous n'avez pas quand même un engagement, l'un et l'autre, pour défendre des cultures africaines? Les dernières revues que vous avez créées sont spécifiquement dédiées à consacrées à des artistes africains, alors que votre toute première revue était plus large sur la photo. Effectivement, quand j'ai commencé Off the Wall, vivre en France... Off the Wall, c'était votre première revue sur la photo, qui est sortie en 2013. Je ne pouvais pas faire le premier numéro sur la photographie africaine, parce que j'allais être tout de suite mise dans une case, comme on aime très bien le faire ici, à Paris. Je suis parisienne, de culture parisienne, je ne crache pas dans la... Enfin, voilà, je reconnais que je fais partie de l'élément, mais je sais comment on fonctionne. Donc, il a fallu que moi, d'origine africaine, j'attende le numéro 3 pour pouvoir faire un regard sur et depuis l'Afrique, avant de faire, parce que je voulais une revue générale. Et ensuite, comme c'était un projet en 10 volumes, et qu'à la fin, au numéro 8, je me suis dit, OK, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis trouvée, j'ai eu mon épiphanie en faisant cette revue, et je me suis dit, d'accord, c'est ce que je vais continuer. Et c'était au moment où on lançait à Paris, on annonçait l'ouverture de la Fondation Vuitton avec cette grosse exposition de la collection africaine de Jean Pigotti. C'était en 2016, mais ça a eu lieu au printemps 2017. On avait eu Afrique Capital qui faisait une grosse exposition, c'était à la Villette, plutôt la Villette qui faisait une grosse exposition qui s'appelait Afrique Capital. On avait aussi les Galeries Lafayette qui consacraient toute leur vitrine à un photographe nigérian, et leur coupole à Joël Andrea Musoriora qui vient qui est malgache, qui est un artiste exceptionnel. Et à l'époque, ils avaient aussi la Galerie des Galeries qui aurait été consacrée à l'art africain, donc aux artistes africains. Je me suis dit, tiens, si tout cela, ça commence à s'intéresser à l'Afrique, c'est ce ne sont pas des philanthropes, on est bankable. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ma revue sur l'Afrique. Et là, on est passé d'une passion de partager la photographie à une mission, c'est-à-dire de culture française, parisienne, comment je parle à mes semblables qui ne sont pas forcément d'origine africaine et comment je leur montre que ça va au-delà de la musique ou des choses cool et que voilà, et qu'il y a des penseurs aussi. Donc cette revue est consacrée à l'art, à la pensée critique, Afrique et diaspora avec une perspective internationale, et c'était assez important. Alors j'ai eu de la chance. Ça a été bien accueilli, on m'a dit « Ah, ta revue, elle est géniale, elle est un peu trop épaisse en revanche. » Bon, je l'achète, je la pose sur la table et c'est joli, je ne la regarde pas. Je dis « Ok, bon, j'ai entendu ça pendant 2 ans, je me suis dit, quelle est ma mission? Si c'est vraiment essayer de changer un peu le narratif avec mes petits bras, parce que c'était finalement que 1500 copies, et écrit par des personnes qui viennent d'Afrique et aussi des académiciens, enfin avec un langage académique d'universitaires et de spécialistes. Si je voulais vraiment diffuser cette culture et ne pas la limiter à un vraiment petit nombre, j'ai fait le magazine Profil qui, lui, est plus ouvert, avec de la mode, avec des interviews. Et je parle beaucoup et j'ai perdu le sens de la première question. Et la première question, c'était de savoir si vous-même, vous étiez dans cette démarche, et vous venez de dire que c'était une mission de défendre des cultures africaines. Alors oui, bien sûr, il faut le montrer qu'elles sont plurielles. Et les 2 fois que j'ai commencé les revues, tant Something Africans Got que Profil, j'ai commencé avec, parce qu'il y a toujours une section Pays d'Africain Focus, l'Algérie, pour montrer que l'Afrique, c'est de l'Algérie au Cap et que ça commence pas sous le Sahara. Donc ça, c'était assez important. Et oui, c'est pluriel. Mais je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si on doit défendre une culture africaine, ce serait plutôt contre le black art. Et donc là, contre la manière de voir transatlantique. C'est-à-dire que même là, on a l'hégémonie américaine qui arrive sur les arts plastiques et qu'on voit tout avec le langage, avec la force de frappe qu'ils ont. Je pense que, et j'espère que les gens pourraient peut-être enrichir mon propos, me contredire dans la salle après, j'ai l'impression qu'on est un peu noyé, que tout devient black art, que tout devient... Qu'est-ce que vous voulez dire par black art exactement? Black art, c'est tout ce qui va être art noir, mais qui vient plutôt avec une consonance américaine, vue des États-Unis, qui n'est pas pareil, parce que même là, dans
dans l'industrie de l'art, il y a les Américains noirs et il y a les Africains. Et en quoi c'est différent? Enfin, dans l'art, comment ça vous Mais c'est différent dans ce qu'il raconte et dans, par exemple, tout ce qui est portrait. J'ai assisté aussi ici à Black Portraiture les 10 ans, et il y avait une séance ici dans cette salle, dans cet amphithéâtre, et donc on a eu 2 ou 3 jours d'américanisme à profusion, de « Hi, yeah, great », enfin tout ce qui est anti-parisien, et moi j'étais là « Qu'est-ce qui se passe ?» C'était trop. Et on avait donc, ici, il y avait Simon Djamil avec toutes ces femmes américaines qui a dit « Mais de quoi vous parlez ?» Pardon, excusez-moi. Simon Djamil est un commissaire d'exposition camerounais et suisse, qui a fait Afrique Capital donc en 2017, et avant ça Africa Remix au Centre Pompidou, qui est chez les francophones, avec Koyo Kuro et Christine Eyene, mais les deux sont dans les pays anglophones. Koyo Kuro est la première femme africaine qui va diriger la Biennale de Venise pour la prochaine édition, et d'origine camerounaise aussi, et suisse. Christine Eyene, camerounaise aussi, elle est basée à Londres. Et lui était sur scène, donc, et disait mais de quoi vous parlez? Parce que vous êtes là avec votre black portraiture, votre souffrance, etc. C'est pas la souffrance atlantique, n'est pas la nôtre. On a une histoire différente. Et en fait, ils déversent toutes leurs histoires, tout leur narratif sur l'ensemble des artistes de couleur noire. Donc il y a des Africains, il y a des Afro-Américains. Il y a même le portrait, ils sont à fond dans le portrait. On a même eu un peu l'overdose. Donc, on a un très bon portraitiste qui est en train d'évoluer un peu, faire autre chose, qui est Amoako Boafo. Mais sinon, tout le reste vient des États-Unis. Et Toussaint Tchandro-Béogo, je reconnais que je n'avais pas du tout imaginé ce débat-là. C'est aussi, c'est théorisé, dans les écrits de Sylvia Wynter, W-Y-I-N-T-E-R, et aussi, non, alors oui, je pense, jamaïcaine. Vous avez aussi Achille Membe qui en parle, et vous avez aussi Valentin Yves Moudimbe qui vient de décéder et qui en parle dans un livre de 88, parce que je suis sur scène dont j'ai oublié le titre, mais voilà. Toussaint Tchandro-Béogo. Oui, en fait, je voulais apporter une perspective additionnelle pour dire que, de mon point de vue, ce qu'il y a à défendre, c'est de défendre la pluralité des voix créatrices en Afrique. Parce que l'Afrique est tellement riche de plusieurs cultures, riche de plusieurs récits, que nous sommes encore loin d'avoir exploré la potentialité de ce que nous pouvons raconter à travers l'art et à travers la culture. Et de ce point de vue, les conditions qui permettraient à plus d'artistes africains de s'exprimer, quelle que soit la discipline, sont loin encore d'être en fait à son potentiel. Parce que... aussi pour des raisons politiques, d'ailleurs, des États qui contrôlent la façon dont s'expriment les artistes? Ça, on ne peut pas le nier, effectivement, en termes de liberté d'expression, mais c'est beaucoup plus en termes de conditions économiques que je vois que les barrières sont les plus difficiles à surmonter. Comment faire en sorte que la production artistique puisse circuler, être diffusée, distribuée sur des territoires. J'entends bien quand Alix dit qu'effectivement on trouve tout, effectivement, mais on les trouve à quelles conditions? Est-ce que ce sont des conditions qui permettent aux artistes et puis aux professionnels de pouvoir en vivre? Et là, j'en doute. Donc, faire en sorte que toutes les communautés, que les artistes puissent avoir les conditions qui leur permettent de créer et de vivre, cela participe à la diversité, justement, et participe à la préservation de cette diversité. Parce que des pratiques artistiques qui ne sont pas maintenues, qui ne sont pas diffusées, qui ne sont pas entretenues, sont des pratiques artistiques qui peuvent être amenées à disparaître un peu de la même manière qu'au niveau des langues ou des savoir-faire traditionnels. Donc cette diversité, pour moi, elle est assez importante, de créer les conditions pour qu'il y ait une pluralité de voix d'expression artistique. Et une pluralité donc de récits. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, Alix Kofi, quand on dit il faut multiplier les récits, ne pas s'en tenir au récit d'une Afrique figée dans le temps, intemporelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, puisque vous semblez dire que le choix qu'on a parfois des mots prête un peu à confusion? Ce serait, selon moi, modestement, prendre des initiatives depuis le continent et essayer de donner voix à des personnes qui sont sur le continent. Donc j'ai vu la très belle exposition Paris Noir
qui a ouvert le 19 mars dernier au Centre Pompidou et qui est là, je crois, jusqu'en septembre. Bon, c'est une expo, comme ça a été dit, dans le monde, qui est magnifique, mais qui aurait dû sortir, en tout cas, en 95. Si on parle de la force du rapport entre la France et l'Afrique et l'intérêt qui aurait été suscité, ça aurait été une exposition qui aurait été groundbreaking, pour parler français, en 95. Bon, pourquoi en 95 ? Pour dire qu'il y a 30 ans, quoi. Oui, d'accord, voilà. C'est une date au hasard. Il y a 30 ans, c'était une très belle expo. Là, c'est magnifique parce qu'il y a 90% des artistes que je ne connaissais pas, donc c'est formidable. J'en discutais avec des galeristes, on dit tout le monde va aller faire ses courses pour aller voir les estates, etc. Mais ça montre donc de 1950 à 2000. Moi, j'adorerais que la partie 2000-2030, par exemple, pour l'ouverture du musée, soit faite en collaboration donc avec Alicia Nock, que je félicite parce qu'il a fallu qu'elle porte ce projet et elle a vraiment fait avec courage pendant 3 ans pour que ça existe. Donc, qu'elle puisse piloter l'exposition deuxième partie avec des commissaires qui viennent d'Afrique et qui donnent aussi leur vue. Et quand on dit effectivement défendre une culture africaine, si on doit prendre ça comme ça, c'est aussi mettre de l'argent. L'argent pour cette exposition est venu de Ford Foundation en dernière minute. Ce sont les Américains. C'est pour ça qu'il y a pléthore d'artistes noirs américains dans cette exposition-là. Si on a des financiers qui viennent d'Afrique, comme des Aliko Dangote ou aussi des grands hôteliers ou autres qui donnent de l'argent pour ce genre d'exposition et pour que l'Afrique elle-même ait voix au chapitre, réellement, on pourra faire des choses. Oui, on peut peut-être conclure là-dessus avant de donner la parole à ceux et celles d'entre vous qui voudraient poser des questions. Sur les mécènes, il y a sur le continent africain ou dans la diaspora hors du continent africain des mécènes aujourd'hui, des personnes qui donnent de l'argent pour faire en sorte que cette culture soit vivante, qu'elle circule, qu'elle soit reconnue. Oui, effectivement, le mécénat a toujours été une des options pour développer et soutenir les artistes et la création artistique. Mais on se rend compte qu'elle n'est pas suffisante. Quand même elle existe, elle n'est pas suffisante. Et c'est quand même réjouissant de voir qu'aujourd'hui, on a des banques, par exemple la Banque africaine d'export-import, qui s'appelle Afreximbank, qui s'intéresse justement à investir dans le secteur des industries culturelles et créatives. Et cela est assez symptomatique du SWIFT qu'on doit réaliser vers effectivement des secteurs qui soient des secteurs qui contribuent à part entière au développement de l'Afrique, parce que c'est un gisement à la fois de richesse économique, d'emploi, que d'investir dans le secteur, dans la création artistique. En plus, bien entendu, des atouts, des opportunités liées à la valorisation en fait, des identités culturelles. Et ce phénomène, je pense que si il doit s'accentuer, du moins il devrait s'accentuer, permettrait effectivement de résoudre en partie la question des infrastructures, qui fait qu'aujourd'hui, quand on a beaucoup de créateurs, on a beaucoup d'artistes, mais qui ne trouvent pas le relais après sur place en termes d'infrastructures nécessaires pour pouvoir tirer parti de leur création. Et des formations aussi, puisqu'on l'a évoqué très rapidement, mais des écoles qui sont en train quand même d'ouvrir, que ce soit dans la mode, le cinéma, la musique, ça reste très, très léger, mais il y a quelque chose qui se passe. En réalité, tout va ensemble, parce qu'on se rend compte que quand il y a une certaine forme d'émulation, on a à la fois des artistes, on a des professionnels bien formés, on a des écoles qui se proposent d'offrir la formation parce qu'il y a des débouchés professionnels pour les étudiants. On a aussi en fait des établissements financiers qui interviennent, et tout cela en fait, le déclic souvent vient du fait que c'est inscrit dans une politique nationale, ou alors ça fait partie des priorités. Donc effectivement, il y a une certaine forme de convergence qui peut amener à ce qu'effectivement la mayonnaise prenne. Sinon, effectivement, c'est des artistes souvent qui se battent dans leur coin et effectivement qui n'arrivent pas à capitaliser sur leur succès.
Sur la formation, il y a le créateur de mode nigérien Alfadi, par exemple, qui devait créer une très 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 grande école. Alors il ne savait pas si son projet était remis en cause par le coup d'État. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais il était plutôt optimiste. Non, vous savez si ça... Je n'ai pas entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler. Est-ce que, juste peut-être un petit mot de conclusion, est-ce que vous travaillez, Alix Kofi, avec des écoles justement pour créer des ponts, faire de l'alternance, enfin qu'en tout cas il y ait quelque chose qui se passe entre générations, des jeunes qui se forment à des métiers avec des créateurs plus installés. Enfin, est-ce que vous sentez quelque chose bouger là-dessus? Pour le moment, non. J'espère à l'avenir, mais pour le moment, non. Enfin, je travaille avec des élèves des Beaux-Arts d'Abidjan dans mon centre d'art, mais c'est vraiment très, très confidentiel. Ça. Je vous remercie beaucoup pour tous ces jalons que vous avez posés d'une discussion qui pourrait durer très longtemps, parce que les industries culturelles et créatives, c'est très vaste. Il est temps de vous demander si vous avez des questions à poser. À quelques reprises, Alix Kofi, d'ailleurs, vous a encouragé à le faire sur des sujets en particulier. Je ne sais plus si c'était sur les NFT ou autre chose. Mais en tout cas, voilà, vous avez la parole. Il y a 2 micros qui circulent. Et je ne vous vois pas très bien, je suis vraiment désolée, mais je pense que ça va venir. Et si des mains se lèvent, je vous verrai. Est-ce que certains d'entre vous avaient à la fois des observations à faire ou des questions à poser? Oui, madame, bonsoir. Un micro va vous être donné, mais je ne sais pas où sont les micros, en fait, pour tout vous dire, je ne les vois pas. Ah oui, bonsoir, madame. Juste devant, s'il vous plaît, au 2e rang. Merci beaucoup. Et si d'autres d'entre vous veulent déjà se faire connaître, voilà, comme ça, je pourrais... Si un micro ensuite pourra accéder au milieu à une dame qui vient de lever la main. Oui, c'est ici, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour ce cycle de conférences. Béatrice Dossouyovo, je suis curatrice d'art indépendante. Je vous remercie d'être intervenue et de découvrir ce que vous faites. Un peu mieux Anna Alix Kofi, on a dû se croiser à Abidjan il y a très longtemps. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, très intéressantes, mais je vais rebondir sur 2 points. La première question sera pour Anna Alix Kofi, concernant les NFT. C'est un sujet très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails des difficultés des artistes contemporains du continent, quand ils vendent leurs œuvres. Effectivement, il y a cette problématique non seulement du prix, mais ensuite de la traçabilité de l'œuvre, et vous en avez très bien parlé, donc le droit de suite. Je voulais juste bien comprendre le système avec le NFT et ce qu'achète véritablement le collectionneur. C'est pas très clair pour moi. La deuxième question, c'est par rapport effectivement, comment dirais-je, oui, tout ce courant d'art, enfin afro-américain, hein, le black art, comme vous dites. On a le même problème, tout marché de l'art confondu. Aujourd'hui, les Américains portent le marché de l'art contemporain. Donc comment faire, nous, pour imposer notre esthétique? Moi, par exemple, qui ai des origines béninoises, j'ai toujours été connectée avec l'Afrique. Le portrait, je vous assure, ça ne me parle pas du tout, quoi. Et en fait, nous, en tout cas au Bénin, vous devez connaître certains artistes comme Zingpe, Saint-Zougan. Choulakpo. Voilà, on est attiré par cette culture vraiment très séculaire, traditionnelle, le culte du vaudou, enfin, entre autres, les revenants, on va dire, nos symboles traditionnels qui vont être évoqués, suggérés dans les œuvres, mais qui correspondent vraiment à une attente que l'on a et qu'aujourd'hui, on aimerait un petit peu plus faire connaître. Mais ça, c'est les lois du marché. Merci beaucoup pour cette double question. Peut-être d'abord sur les NFT, la question finale, c'était de savoir ce que le collectionneur achète. En fait, s'il achète une œuvre digitale, il va avoir un fichier. S'il achète une sculpture, parce qu'une sculpture peut être mintée, donc en fait c'est l'acte de minter, c'est-à-dire d'inscrire l'œuvre sur la blockchain. Et donc vous pouvez avoir une tête de Sadiko Kpejo sur votre table. Si vous n'avez pas le certificat qui va avec la tête, c'est une tête, c'est pas une tête de Sadiko. C'est ça qui est important. Même si c'est quelque chose qu'il vous avez pris chez lui, il faut absolument qu'il vous ait donné ce certificat-là. Si vous n'êtes pas détenteur de ce certificat, c'est rien d'autre soit une feuille de papier, soit un morceau de bois, soit même une peinture signée. Ça change tout, en fait.
Mais c'est difficile parce que j'ai eu des conversations avec les artistes pour leur faire comprendre encore. C'est très difficile. Je ne sais pas si moi je vais y arriver, mais on va essayer de faire rentrer, de trouver un système pour que tout le monde adhère petit à petit. Mais il faut que ça devienne une loi. Si ce n'est pas une loi, si on ne dit pas, si vous achetez une œuvre et que vous n'avez pas le certificat NFT, l'œuvre ne vaut rien, les gens vont continuer leur petit trafic. Il faut que ce soit... Et la deuxième, est-ce que c'était une remarque ou une question? C'était une remarque. Oui, sur le Black Art, c'était d'accord. plus un témoignage de par vos origines béninoises. Merci beaucoup. J'avais vu une main se lever, je ne sais pas si le micro vous est parvenu, au milieu. Allez-y encore un tout petit peu plus haut. Il y a une main là, sinon. Ah ben sinon, il y a une main là, mais je ne vois plus de main se lever. Ici, oui, et ici. Il y en a une tout en Merci haut beaucoup. après. Voilà, il y en aura plusieurs. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc moi je me présente, je m'appelle Jordan. Donc moi je suis écrivain, j'ai écrit donc plusieurs livres, notamment Royaume d'Afrique, 8 ans de recherche sur les royaumes d'Afrique, notamment le Bénin, Dahomey, le Ghana, le Congo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Éthiopie, le Soudan. Donc j'ai fait un livre où j'ai unifié l'histoire, les traditions, les spiritualités de chaque royaume, parce que j'ai voulu responsabiliser les jeunes, j'ai voulu faciliter l'accessibilité à leur histoire et à leur culture africaine pour que ça puisse être beaucoup plus enrichissant pour eux. Et moi, donc, je suis dans une association qui s'appelle Maison d'Afrique, qui est une association qui vise à faire en sorte que la culture africaine, que ce soit l'art, l'écriture, que ce soit les masques, que ce soit les traditions même de l'Afrique même, puissent être préconisées pour les jeunes. Donc moi, la question que moi, j'aimerais justement poser, c'est comment on pourrait faire en sorte que les jeunes puissent, toute personne puisse être sensibilisée à tout ça. Comment on pourrait faire en sorte que les rendre responsables à vouloir faire le pas avec leur propre culture, à leur montrer des tableaux, à les faire vraiment être au corps avec la culture africaine. Comment on pourrait sensibiliser tout ça? Tout ça, Alexandre Béogo, c'est le rôle de l'UNESCO notamment. Non, vous vouliez... non, je ne sais pas. Alors, j'ai une réponse très triviale, très rapide. Il faut que ce soit funky et il y a Air Afrique en train de le faire très bien. Qui ça? Air Afrique, le collectif Air Afrique avec le magazine qui sort, qui est lancé demain à l'UNESCO, n'est-ce pas? Et qui le fait très bien. Moi, ça fait 10 ans que je rame. Ils sont arrivés comme ça, comme une fusée. J'admire parce que il y a 4 garçons très cool qui sont dans les petits papiers d'abord de Bottega Veneta et maintenant de Vuitton et qui ont pu se faire financer. Et puis, vous avez une fille très intelligente qui s'appelle Amandine Nana et qui est jeune camerounaise. Encore, ce sont vraiment nos fournisseurs officiels. Elle a décidément, et qui est commissaire d'exposition au Palais de Tokyo, qui, elle est la tête du magazine. Et donc, la 2e édition vient d'être lancée à Abidjan et sera lancée demain à l'UNESCO. Et ils ont un collectif, ils ont je ne sais pas combien de milliers de followers, qui font qu'ils créent une dynamique autour de tout ça. Et ça devient, donc c'est à la mode, mais c'est à la mode de manière profonde parce qu'il y a un vrai contenu dirigé par Amandine. Et grâce à eux, ça va aussi donc derrière véhiculer, ça va être la locomotive de tout ce qu'on a pu faire, des gens qui vont chercher la revue noire, qui vont chercher les anciens numéros de Something, qui vont avancer. Et c'est grâce à cette hype que les jeunes vont s'y intéresser. Alors il y a la hype et puis il y a aussi tout ce qui reste plus muséographique et tout ça. Alexandre Béogo, est-ce qu'à l'UNESCO... c'est une ouverture. Oui, c'est bien sûr une ouverture et vous parliez tout à l'heure de l'exposition au Centre Pompidou, on parlait tout à l'heure des portraits, mais il y avait aussi ici au musée du Quai Branly, ça remonte un petit peu maintenant, mais les portraits de Kehinde Wiley qui avait demandé à des chefs d'État africains, 11 chefs d'État africains, de poser pour les portraiturer dans une tenue qui symbolisait pour eux le pouvoir, et c'était intéressant de voir que 9 sur 11, je crois, avaient choisi un costume cravate, comme vous d'ailleurs, et 2 seulement posaient, donc des chefs d'État africains en costume traditionnel. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour que les écoles, enfin oui, le musée du Quai Branly, on voit toujours des écoliers, mais comment à l'UNESCO on répond à cette question ? L'UNESCO fournit une fois de plus en fait les cadres à partir desquels les États peuvent s'inspirer pour mettre en place des politiques. Et en cela, nous avons un cadre de l'UNESCO pour l'éducation culturelle et artistique, donc développé en partenariat, comme vous le savez. L'UNESCO, c'est à la fois l'éducation, mais aussi c'est la culture, et voir comment effectivement dans la combinaison des deux, les États peuvent mettre en place des cadres. La difficulté, en fait, qui est souvent rencontrée est celle, effectivement, de la manière dont les curricula
dans les écoles, en fait, sont aujourd'hui élaborées. La nécessité d'aller chercher effectivement des personnes qui ont l'expertise, de pouvoir généraliser un enseignement dans les écoles, etc. Et effectivement, quand on met, je me place au niveau en fait des décideurs publics des fois, considérer que ça c'est moins important par rapport à simplement la nécessité de pouvoir fournir soit du matériel scolaire ou simplement de construire de nouvelles écoles. Donc voilà, nous sommes dans cet écosystème effectivement où nous fournissons le cadre, mais c'est vrai que les États souvent ont à arbitrer entre plusieurs priorités, mais je suis d'accord effectivement que c'est fondamental pour à la fois la sauvegarde et la promotion en fait des cultures africaine. Et il faut défendre à la fois les budgets de la culture et ceux de l'école. Absolument. Merci beaucoup pour cette question. Merci. Alors, pardon, je suis perdue. Oui, il y avait une question là-haut et je crois aussi monsieur, mais je ne suis pas sûre. Alors, allez-y, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Alassane Touré, je suis avocat. Je voulais juste intervenir en fait sur la thématique, défendre une culture africaine et le mettre un peu en contexte avec l'exposition qui se déroule actuellement avec Dakar sur Dakar Djibouti. Est-ce que vous pouvez bien parler devant votre micro, enfin le mettre bien près de votre micro, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, ça y est. Oui. Merci. Et du coup, je voulais intervenir en fait sur l'intersection entre la thématique et l'exposition qui se déroule actuellement sur Dakar Djibouti. Il y a quelques années, une dame qui s'appelle Françoise Huguette posait une question à Michel Léris, qui était l'ethnologue qui avait fait la mission Dakar Djibouti, et qui lui avait posé la question: est-ce que vous êtes un iconoclaste? Et Michel Léris, à l'époque, avait répondu: oui, je suis un iconoclaste, c'est-à-dire j'ai tendance à détruire les traditions. Est-ce que défendre une culture africaine dans un musée qui également détient à peu près, disons, plus de 70% des œuvres d'art qui viennent du continent africain, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas assez contradictoire de pouvoir défendre une culture africaine dans un musée où l'exposition actuelle qui se porte sur Dakar Djibouti a été réalisée par un iconoclaste? Et l'autre question est... L'autre point sur lequel je vais intervenir, c'est sur... vous avez posé la question sur l'école de Al-Fadi fonctionne. Oui, effectivement, ça a commencé à fonctionner avec 150 étudiantes. Vous avez les informations. Oui. Super. J'ai L'école de mode. j'ai changé avant de venir avec Al-Fadi. Très bien, d'accord. Vous avez des nouvelles toutes fraîches. Merci beaucoup. Al-Fadi, c'est ce créateur nigérien qui, notamment, a fait des robes pour Madonna pour ses 60 ans, je crois. Enfin, je le dis parce qu'il en est assez fier, mais il a fait tellement d'autres choses. Sur cette question de la tradition, est-ce que l'un d'entre vous se sent de répondre? C'était quoi? C'était défendre une culture africaine dans un musée? Est-ce que c'est normal? Oui, en fait, on n'entend pas comme on n'entend pas très bien, c'était pas toujours évident. Madame, vous vouliez... on n'entend pas la réponse, d'accord, on ne vous entend pas. Défendre, est-ce que c'était quoi? Défendre une culture africaine dans un musée comme le Quai Branly, c'est ça? Est-ce que c'est comme le Quai Branly ou comme les autres musées que vous avez cités, comme celui de Djibouti? Il y a Michel Léris, une dame qui s'appelle, une photographe qui s'appelle Françoise Huguette, il avait posé la question sur les iconoclastes. Et Léris avait répondu par l'affirmative, effectivement, qu'il est iconoclaste. Est-ce qu'on peut défendre une culture dans un musée? Dans un musée, voilà, et être iconoclaste sur cette culture, comme si on la coupait de ses traditions, quoi, en quelque sorte. Alors je sais pas. Pour moi, déjà, qu'une pièce soit dans un musée, c'est quand même ça dépend après tout le narratif qu'il y a autour, mais c'est quand même la mettre en valeur. Donc je sais qu'il y a ces questions, de nombreuses questions de restitution dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais c'est quand même un musée qui met, en tout cas pour le Quai Branly, qui promeut les cultures et qui les met au même niveau. C'est le fondement, je crois. Vous voulez le fondateur du musée, Jacques Chirac. Il y a un tambour qui doit arriver en Côte d'Ivoire, on l'attend. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais le fait que ce soit déjà dans un musée, que ce soit fait par un iconoclaste ou non, ça défend une culture parce qu'on la présente, on la montre. Les gens payent pour venir voir, donc ça a de la valeur. Un premier. Après, sans toute considération, tout le reste, je l'aborde pas à dessein. C'est juste
le bout de réponse que je donnerais comme ça. Non, mais c'est un bout de réponse intéressant, je vous remercie. Madame, il y a une question au milieu, et merci pour votre question. Il y a un monsieur et une dame, d'accord? Oui, moi je vois rien. Ok. Là où vous êtes, madame, voilà, c'est ça. Et où ça, monsieur? Et là, en haut, avec la casquette. Ah oui, d'accord. Et Ouais. tout en haut avec Ouais. une casquette. Merci. Bonsoir. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour vos pistes de réflexion et toutes vos remarques très intéressantes. Pour rebondir un peu sur la précédente question, je voudrais avoir votre avis sur le fait, sur la question de la restitution des œuvres. Est-ce que la restitution des œuvres, c'est défendre une culture africaine? Et ma deuxième question / remarque, j'ai beaucoup aimé la remarque de monsieur Tiandré Beogo par rapport au titre de la conférence sur le fait de défendre contre qui. Mais je me demande aussi, est-ce que c'est défendre pour qui? Est-ce que le fait de promouvoir les cultures africaines, ce n'est pas aussi une manière de reconnaître et promouvoir pour les peuples une unité, une unité, une manière de reconnaître aussi leur identité et d'être fiers de cette culture-là plutôt que de regarder vers l'extérieur à tout prix à chaque fois. Eh bien, merci beaucoup pour ces deux questions. Sur la restitution des œuvres, est-ce que quelqu'un veut répondre? Je dois juste préciser qu'à la table ronde précédente, la table ronde, c'était un entretien avec l'essayiste sénégalais Elgas, il avait été question un peu de ça à un moment, et je dois dire que là-dessus, le musée du Quai Branly est très ouvert au débat, à la controverse et à la discussion. Est-ce que la restitution des œuvres, c'est défendre une culture africaine? Est-ce que Toussaint-Tendre Beogo voulait répondre? Oui, bien entendu, parce que la question de la restitution, c'est de permettre aux Africains, en tous les cas aux communautés concernées, de pouvoir reconnecter avec leurs objets culturels qui représentent leur identité. Et effectivement, oui, pour moi, ça participe effectivement de la défense de la culture. En lien avec votre deuxième question, oui, effectivement, c'était une forme de boutade par rapport à défendre une culture africaine, mes remarques préliminaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'effectivement, il y a ce besoin pour les Africains de se réapproprier leur culture. Parce que, et là, je parle de la culture au sens large. Parce que, effectivement, nous sommes dans un monde mondialisé, nous sommes dans un monde où effectivement les idées circulent beaucoup, les influences également. Et il y a quand même une partie en fait de l'Afrique qui reste très très connectée effectivement au monde occidental, à la culture occidentale. Ce n'est pas une forme de dénonciation du tout, c'est simplement pour reconnaître ce fait-là et que bien souvent, et le monsieur qui l'a si bien expliqué tout à l'heure, comment permettre effectivement à souvent une nouvelle génération qui est plus connectée en fait à la culture occidentale qu'à la culture africaine, justement de faire cette bascule. Et de ce point de vue, effectivement, je suis d'accord avec vous. Alors, une petite précision. On parle exactement de qui et d'où. Parce que c'est, encore une fois, fraîchement réinstallé à Abidjan et encore avec un vrai pied à Paris. Les cultures sur le continent, c'est tellement fort. C'est vrai qu'on regarde, et moi, avant, pendant près de 40 ans, je regardais depuis Paris. Mais en fait, comment dire il n'y a pas besoin de défense parce que la culture africaine, si on a une, enfin, la culture ivoirienne, pour le coup, celle que je connais, on la vit tout le temps. Et on sent même regarder dehors, les musiques, elles sont africaines, elles sont ivoiriennes, la nourriture est ivoirienne, la mode est ivoirienne. Bien entendu, on est connecté comme tout le monde, on a le nez sur le portail à longueur de journée, donc on va avoir les mêmes références culturelles que tous les autres, mais il n'y a pas une fuite. Si les gens partent, même quand les gens qui meurent malheureusement dans la Méditerranée, s'ils étaient arrivés à bon port, ils allaient chercher à manger de la tchéké pour les
pour les Ivoiriens. J'ai recherché de la musique qui corresponde à leur repère. Et tout ça, c'est très important. Ça existe de manière très forte. C'est de l'extérieur qu'on pense que... Parce que la culture africaine, si on doit l'appeler comme ça, est marginalisée. Et donc, je vous parle comme, on va dire, un reborn, puisque j'étais comme on va dire, la plupart des gens, puisque je regardais depuis Paris 18e, bien que ce soit bien bigarré, j'étais quand même Paris 18e. Et vu de maintenant du continent, ben, moi, je pense que plein de monde rirait d'entendre nos questions et nos remarques, parce que pas du tout. Allez, surtout, bon, on parle des Nigérians, c'est les plus forts, c'est vraiment Wakanda. Ils ont tout, ils ont la force. Vous disiez les mécènes qui soutiennent l'art, ben, ils le font, ils s'habillent nigérians, leur culture, elle est vraiment, ils le portent en étendard. Donc il n'y a pas besoin, ils sont contents que ça s'exporte, ils sont contents que Burna Boy fasse danser les Américains, mais c'est pas une fin en soi. Et sur le continent, je ne pense pas qu'il y a cette aspiration à partir, bien sûr, on a des témoins des drames tous les jours, mais cette culture-là, elle est forte, elle est enracinée, elle est chevillée au corps. On n'est pas en train de courir après autre chose pour s'occidentaliser, absolument. Donc c'est surtout ici qu'on se pose la question, vue d'ici. Merci pour vos questions. Et oui. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous tous. J'ai simplement une petite question à Madame Kofi, puisque vous avez évoqué cette différence en termes de récit entre les expressions culturelles des artistes afro-américains et puis celles de ceux qui sont véritablement des Africains d'Afrique. Je voudrais vous demander, mais quelle serait la place des Français antillais dans tout cela? Merci. Merci. Ce sont effectivement, ils sont côté des Américains. Si on c'est ce que j'allais vous demander géographiquement. Si après, au niveau culturel, la racine, on a alors Something We Africans Got, c'était quoi, hein, le titre de ma revue? Qu'est-ce qu'on a en commun? Et quand je parle de cette revue, justement, moi j'englobais tout le monde. Et ça, mais c'était moi en 2017. Là, maintenant, je ne redonnerai pas un titre anglais parce que j'en ai ras-le-bol que tout le monde parle anglais. Et même si le français n'est pas normalement la langue j'aurais dû parler, blablabla, il se trouve que c'est le français. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que est-ce que l'art... on voit par exemple dans la photographie, il y a une photo caribéenne en ce moment qui va être même chez un Américain comme Tyler Mitchell, chez les Durimel, chez... ce sont un duo de photographes. Tyler Mitchell est un photographe américain. Kevin Felician est un photographe caribéen. Ils ont la même trame, tout, mais c'est des corps noirs, un peu lascifs, mais quand même forts. Il y a de l'eau, donc il y a cette même histoire-là. Mais je ne sais pas comment répondre à votre question, en fait. Non, mais c'est très bien. Déjà, savoir que on ne sait pas, et en même temps, les éléments de réponse que vous donnez sont... Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, mais intéressant. Très... Il y a deux mains, il y en a une là et... Je suis perdue, je vois rien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est peut-être pour compléter la question d'un peut-être compatriote antillais, parce que je me suis fait la même réflexion. J'ai peut-être un début de réponse. L'ACAC est la foire d'art contemporain africain qui se déroule à Paris en octobre. Cette année, on a une galerie martiniquaise, donc on était plutôt du côté africain. Et la galerie Cécile Fakori que vous avez nommée a un artiste guadeloupéen. Eladj Lincy de Lumo. Exactement, magnifique. J'invite tout le monde à regarder ce qu'il fait parce que c'est juste sublime. Redites son nom. Eladj Lincy de Lumo. Okay. Voilà. On note. Donc je pense que c'est un début de réponse et que les artistes antillais ont aussi décidé peut-être là où ils ont envie de se placer. Et c'est peut-être à eux de faire ce choix. Absolument. Plutôt qu'à nous, regardant extérieur, de nous positionner à leur place. Par exemple, Eladj est installé à Bassam quand il n'est pas à Paris. Donc il n'est pas allé aux États-Unis. Lui, il est plutôt, il n'est pas resté à Paris. Il a son studio à Bassam. Et vous connaissez tout le monde. Non, ce qu'il faut, Abidjan est petit et c'est quand même mon travail. Oui. Sauf que voilà, lui, je le connais bien en plus. Merci beaucoup pour d'avoir complété avec vos réflexions. Et je crois qu'il y avait encore une question. Voilà. On a encore quelques minutes. Quelques minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Chris. Tout d'abord, j'ai une petite remarque, une coquille que vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure que la capitale du Niger, c'est Lagos, c'est Abuja. Abuja, oui, pardon.
Mais c'est la C'est capitale vrai, c'est vrai. culturelle, on va dire, peut-être Comme la plus. capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro, c'est pas Abidjan. Mais... Exactement, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, défendre la culture aussi. Je voulais savoir aussi, quelles sont sur le terrain, en Afrique, sur le continent, les plus grosses problématiques des artistes, justement. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des NFT, que les ayants droit n'ont pas souvent le droit de regard sur les œuvres qui se baladent. Mais quelles sont aussi les autres problématiques que ces artistes rencontrent au quotidien? L'argent. Ouais, l'argent. Enfin, le financement, le soutien. Alors, il y a des artistes, il y a de très bonnes galeries qui font bien leur travail, qui font le travail de galerie, qui vont soutenir l'artiste, c'est-à-dire qu'ils vont produire les œuvres et les vendre et donner 50%. Il y a malheureusement d'autres galeries qui laissent l'artiste produire les œuvres et qui prennent quand même 50% dessus. Donc, le deal n'est pas du tout bon. Le soutien, l'infrastructure. Bon, je parle de la Côte d'Ivoire parce que je connais la Côte d'Ivoire maintenant depuis 5 ans. Et le ministère de la Culture fait ce qu'il peut, soutient. Même s'ils promettent et que ça arrive tard, l'argent arrive quand même. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a une conscience que la culture, c'est le soft power. Quand on regarde, par exemple, en 2019, le pavillon ghanéen était l'un des plus beaux de tout Venise. Ils se sont débrouillés pour être vraiment dans l'arsenal. Ils n'étaient pas en périphérie, donc vous avez Giardini et Arsenal à Venise. Giardini, c'est tous les pavillons historiques, France, États-Unis, etc. Et puis le reste, c'est des gens qui louent au coup par coup, et ils avaient un pavillon extraordinaire. On leur a reproché des artistes qui venaient plus de Grande-Bretagne que du Ghana même, mais c'était extraordinaire. Ils avaient le ministère de la Culture, donc l'État avait fait la démarche de vraiment subventionner. Et avec cette démarche, c'était en 2019, c'était une espèce de year of return, où même le visa s'obtenait en 2 jours. Et ils ont eu plus de 2 milliards de dollars de recettes de tourisme cette année-là, plus la puissance du soft power que tous les pays, à cette biennale qui est la plus importante au monde, aient regardé et vu la magnificence des artistes ghanéens, bien qu'ils aient été pour la plupart basés ailleurs. Bon, il y a quand même Ibrahim Mahama qui est sur le territoire, Ellen Hatsui qui est aussi sur le territoire, c'est les œuvres les plus monumentales. Sinon, il y avait John Akomfra qui est un artiste ghanéen qui a représenté la Grande-Bretagne cette année d'ailleurs, enfin la dernière édition. Mais il faut cette politique... il faut qu'il y ait une politique, une conscience que, en fait, moi je vais faire un TEDx, les ressources de la Côte d'Ivoire ne sont pas dans son sol, elles sont sur son sol, ce sont les artistes. On a des artistes aussi qui ont des prix, Aboudia, Ouattara Watts, Yeanzi et d'autres, Christian Latier pour les plus anciens. Il faut que les gouvernements aient cette idée et les politiques culturelles. Pas besoin de faire de l'extractivisme d'artistes, ils sont là, ils sont sur la terre. Ils sont là, oui. il y en a plein. Non mais c'est fou, il y en a plein. Sous une pierre, il y en a 10 et des très talentueux. Un petit mot sur il y a des États qui donnent des subventions quand même, qui c'est le cas de la Côte d'Ivoire quand même. Hein. Et, ouais. Ils le font, Ils le font. Pas tout le temps, mais ils le font. Il y a quand même une politique culturelle, une volonté d'avancer. Toussaint Tiendré-Béogo, là-dessus, un petit mot sur les Oui, très rapidement stratégies. sur la question effectivement des artistes. On se rend compte qu'on a besoin souvent d'aller plus loin en termes de comment ces artistes peuvent envisager leur système, en fait, leur vieux jour, pour être tout à fait transparent. Un artiste qui travaille, effectivement, qui a du succès, peut avoir des revenus, mais la plupart du temps, il manque de protection sociale, il manque oui. Et effectivement, on a vu des artistes effectivement qui en fait, en finissant leur jour, effectivement, on peut rencontrer des difficultés et mettre en place des systèmes qui permettent de les protéger également par rapport à la santé, par rapport en fait à la vieillesse, à l'assurance chômage, etc. Ce sont des aspects qui comptent également. Surtout quand tout ça se fait de façon informelle pour certains d'entre eux. Oui, ça ce serait pour tous les artistes, non? Parce qu'il y a plein d'artistes qui meurent fauchés partout dans le monde et entier. Pour tous les... Malheureusement. Et pour tout le monde. Voilà. Est-ce que je crois qu'il y avait une dernière question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous vois. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Mili. Alors moi, je suis moitié Bamileke du Cameroun. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Et Mandjak de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Et en fait, pour ma part, je suis couturière et je viens d'une famille de couturiers et de tisserands depuis plusieurs générations.
Et je suis née en France, j'ai grandi en France et je suis allée en Afrique quand j'étais bébé et après dans ma vingtaine. Et en fait, c'était pour pour continuer la question de la demoiselle devant moi. En fait, moi, le titre de défendre une culture africaine, tout de suite, j'ai levé les sourcils, mais elle est posée comme ça tellement régulièrement que voilà. Bon, vous êtes venu quand même, donc ça va. Oui. Et en fait, moi, je pense que défendre une culture africaine, ou en tout cas sa culture, déjà, moi j'ai plusieurs cultures, en fait, déjà c'est pour moi. C'est-à-dire, moi j'ai toujours beaucoup écouté les récits qu'on me racontait du village, pour ceux qui acceptaient de parler, il y en a d'autres qui ne racontaient pas grand-chose. J'ai toujours cherché les tissus, les matériaux, le climat, en fait, ça m'a tellement donné de la force dans ma vie tous les jours, parce qu'en fait, tous ces récits, les vêtements, tout ce que ça implique, en fait, les savoir-faire, c'est ce que j'appelle le chemin vers le village. C'est-à-dire que même si je ne retourne pas au village d'où mes grands-parents sont originaires, en fait, je sais que j'ai toujours une autre maison. Je sais que dans la vie, si j'ai un problème, je peux toujours voir les choses de manière différente, parce que je sais qu'il y a d'autres vérités qui existent. Et en fait, défendre sa culture se pose peut-être moins quand on est sur le territoire d'origine, mais franchement, ici, on est dans un pays, dans une culture où franchement, la différence en général, peu importe la couleur de peau, la taille, etc., en fait, on est tellement poussé à ne pas s'aimer qu'en fait, c'est aussi une question pour moi, j'appelle ça rester en vie, d'être un être humain. En fait, c'est quand même bien, si on a la chance d'avoir une culture, de savoir d'où on vient, de défendre ça. Parce que c'est au-delà de principes économiques. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'humain. Et aussi par rapport au côté propriété intellectuelle, moi, de mon côté Mandjak, les hommes sont traditionnellement tisserands. Et par exemple, quand je vais vers le village, si je vois un homme Mandjak qui tisse dans la rue, parce que souvent ils tissent dehors, ils étendent les fils sur environ 10 mètres. Il y a des fois où j'ai demandé, comme moi je suis dans le tissu, j'ai demandé si je pouvais prendre des photos, et les tisserands, ils me disent non en fait. Parce qu'il y a ce truc où c'est interdit pour un tisserand de copier le tissage de quelqu'un d'autre. C'est interdit d'aller demander à un autre tisserand, ah j'ai vu ce pagne sur quelqu'un, est-ce que vous pouvez me le faire? En fait, là dans cette culture-là, j'ai déjà des oncles dans ma famille, quand ils étaient jeunes, qui ont été punis par la police pour avoir copié le pagne de quelqu'un, même s'ils n'étaient pas au courant qu'ils copiaient. Il y a des petits trucs comme ça qui existent, et du côté Cameroun aussi, il y a des tissus comme le ndop, où tout le monde n'a pas le droit de le porter, même s'il y en a qui se permettent. En fait, il y a des petites lois comme ça, mais c'est vrai que quand on part sur une très très grande échelle, ça devient plus compliqué, mais je pense que il y a pas mal de peuples qui de toute façon ont cette volonté, ce besoin aussi pour survivre, de protéger leur culture et de protéger des savoir-faire, etc. C'est ça que je voulais dire. Eh ben, merci beaucoup. C'est une très belle façon de conclure cette rencontre. Je crois qu'il y avait encore une... Bon, c'est bon, on l'a terminé. Oui, je crois qu'on m'a demandé d'arrêter les questions, sauf si vraiment c'est 3 secondes et une réponse de 3 secondes, mais allez, ouais. Oui, vraiment très rapidement. Alors, bonsoir. C'était une belle manière de conclure. J'avais juste une réflexion par rapport au mot « défendre ». Quand on défend quelque chose, c'est que ça a été attaqué. Et donc, si je ne me trompe pas, la culture africaine a été attaquée depuis des siècles. Et il y a quand même une histoire de... Enfin, pour vous, peut-être le pas suivant, c'est pas de défendre une culture africaine, mais ça serait de... Quel mot vous donneriez autre que défendre, puisque peut-être que pour voir le futur, c'est arrêter de défendre ou revendiquer. Et je voudrais savoir votre avis sur le lien avec l'histoire de l'Afrique avec le colonialisme. Oui, alors on a vraiment plus beaucoup de temps, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Non, mais pas rentrer dans la politique, mais juste de... Ouais, voilà, juste peut-être trouver le mot qui vous plaît, qui vous paraît juste. Ouais. Moi, je dirais pour ceux de l'extérieur, pour les regards extérieurs, démarginaliser plutôt que défendre. Faire en sorte que ce ne soit plus dans les marges, donc recentrer, réhabiliter, oui, j'entends des mots qui émergent, c'est ça. Promouvoir. Promouvoir aussi, évidemment. Ce que vous faites très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venus. Et
prochaine et dernière rencontre débat sera avec Xavier Mauduit sur l'histoire de, je crois que c'est sur l'Éthiopie médiévale, et ça sera fin mai, mais tout ça est écrit sur le programme du musée. Merci beaucoup.